L'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Autrement dit, réduire la facture énergétique passe par un moyen simple, économiser l'énergie. Mais où se trouvent ces gisements d'économie d'énergie à exploiter et à valoriser? Eh bien, mon invité s'est penché sur la question. Elle y répond dans un chapitre de son livre « Comprendre le nouveau monde de l'énergie » aux éditions Maxima. Bonjour Myriam Maestroni. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui présidente de la société Économie d'énergie, mais il faut rappeler que vous êtes un peu une dissidente du monde de l'énergie, puisqu'il y a une dizaine d'années, vous étiez directrice générale de Primagaz, et aujourd'hui, vous vendez des solutions d'économie d'énergie. Vous êtes par ailleurs présidente de la fondation E5T. Alors, on va parler un petit peu de votre livre. Pour rentrer dans le vif du sujet, l'un des gisements, le premier gisement d'économie, c'est le bâtiment de logement. Aujourd'hui, la France s'est fixée pour objectif d'en réduire la consommation de 38% d'ici 2020. Alors, est-ce un objectif réalisable? Sommes-nous aujourd'hui dans les clous pour atteindre cet objectif? Alors, je crois qu'il faut d'abord rappeler qu'il existe deux leviers d'économie d'énergie. Le premier, c'est évidemment celui des comportements, qui consiste à adopter un mode de fonctionnement plus sobre, qu'il s'agisse de réduire la température de chauffage, passer à des douches écourtées plutôt que des bons bains bien chauds. Et puis, évidemment, la difficulté d'inscrire ces comportements dans un quotidien et de les transformer en habitudes. Puis le deuxième levier, c'est celui qui nous intéresse plus directement, et celui, bien sûr, de la rénovation énergétique qui suppose des investissements. Et parce que ça suppose des investissements, il retient l'attention des pouvoirs publics bien sûr, on parle de chiffres très importants puisque aujourd'hui il y a environ 30 millions de logements en France et il faut considérer qu'un sur deux a besoin d'être rénové. En l'occurrence, il faut savoir qu'on a découvert avec la fameuse obligation d'établir un diagnostic de performance énergétique, les petites étiquettes qui se sont mises à fleurir dans les agences immobilières, que si évidemment on est dans un logement catégorie D, on va dépenser 9 fois plus que si on vit dans un logement catégorie A, qui sont aujourd'hui ceux correspondant aux nouvelles normes de construction. Donc tous les logements ne sont pas égaux et en France on a un parc très ancien et environ un logement sur deux à rénover. Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend aisément qu'il y a eu une multiplication de mesures pour accompagner les investissements à réaliser. On a parlé du CIDD, donc le fameux crédit d'impôt développement durable, on a parlé des prêts à taux zéro, on a parlé des primes de l'ANA, on a parlé de la prime Hollande, mais il y a pour moi un mécanisme qui est certainement et le plus innovant et le plus efficace et qui a été mis en France en place dès 2006, qui est celui des certificats d'économie d'énergie, qui a donné lieu dans le grand public à ce qu'on appelle les éco-primes, qui vous en conviendrait quand même plus sympathique à faire accepter que celui de l'écotaxe, d'autant qu'il ne coûte rien aux Français, c'est les énergéticiens qui payent. Et grâce à ce mécanisme, je crois pouvoir dire aujourd'hui très clairement et sans le moindre doute que oui, la France est aujourd'hui à date dans le respect de son objectif, puisqu'au 31 décembre, sur 400 TWh CUMAC d'énergie à économiser, on a économisé 480, donc depuis 2006. Et pourquoi je peux le dire de façon si précise? Eh bien parce que ce mécanisme, ce dispositif des certificats d'économie d'énergie permet un calcul en temps quasi réel basé sur l'observation du nombre de travaux qui est réalisé en France et permettant d'apprécier les économies qui seront réalisées par les différents utilisateurs. Myriam Maestroni, vous parliez à un instant de crédit d'impôt. N'y a-t-il pas un effet pervers? Sont-ils finalement captés par les fournisseurs qui, in fine, s'en serviraient pour gonfler leurs prix? De toute façon, les incitations fiscales, quelles qu'elles soient, ne peuvent être vues que comme une condition nécessaire, pas suffisante. En général, on considère que pour 1 euro d'impôt, on va aujourd'hui réaliser 10 euros de travaux, ce qui est le cas d'ailleurs dans le cas des certificats d'économie d'énergie. En Allemagne, on va jusqu'à 12. Mais au-delà de ça, il faut surtout savoir que certains mécanismes se prêtent plus ou mieux à plus de transparence que d'autres. Par exemple les certificats d'économie d'énergie, au travers de leur expression dans les éco-primes qu'on va retrouver sur Internet, sont totalement transparents pour le client final qui va pouvoir lui-même calculer sur Internet combien
il peut avoir, s'il fait des travaux, il y a 29 travaux en ligne, et donc il va en temps réel calculer s'il change sa chaudière, s'il met en place une isolation, combien d'euros ça va lui permettre de récupérer au titre de cette fiscalité qui est extrêmement innovante et qui est payée, je le répète, non pas par les deniers de l'État, mais par les fournisseurs d'énergie qui se sont vus obligés à aider leurs clients à consommer moins. Donc certains mécanismes sont clairement plus de nature à promouvoir les travaux, il y a 15 millions de maisons à rénover dans ce pays, et bien sûr à être transparent et à ne pas gonfler, à ne pas promouvoir des pratiques. Ce n'est pas la seule chose d'ailleurs, hein. Il faut aussi rénover toute la filière. Aujourd'hui, je pense que dans la transition énergétique, une des priorités est de... Pour moi, l'idéal, ce serait d'avoir le premier métier issu de la transition énergétique, que serait le métier dit rénovateur, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'un artisan qui doit s'attaquer à la question de la rénovation doit maîtriser les outils Internet, doit parfaitement connaître les énergies possibles, l'efficacité énergétique, les questions d'environnement. Donc, il y a une filière à redynamiser et des nouvelles formations à mettre en place. Alors justement, la transition est parfaite puisqu'on entend beaucoup parler en ce moment des smart grids, les réseaux de distribution intelligents. Alors, y a-t-il quelque chose à attendre de ce côté-là pour ce qui est d'économiser l'énergie? Alors pour moi, la priorité, c'est quand même les 15 millions de logements à rénover. Hein, parce que les investissements, bien sûr, c'est l'ancien. Aujourd'hui, 15 millions de logements à rénover, vous faites le calcul, le gouvernement s'est engagé sur 500 000. Pour moi, on relève d'un pacte de responsabilité énergétique, pardon pour le clin d'œil, mais je crois qu'il faut passer très très vite à 1 million de logements rénovés par an. Mais comment faire? C'est compliqué, il y a tous des freins réglementaires, il faut passer par les copropriétés dans les immeubles. Comment faire, Myriam Maestroni? Je crois que d'abord, il faut avoir plus de précision, parce qu'on ne peut pas traiter la rénovation de façon générique comme on le fait aujourd'hui. Il est évident, vous avez raison, que dans le logement, il y a la question du logement social, la question des copropriétés, puis la question des maisons individuelles. Rappelons quand même que la maison individuelle, le logement individuel représente en France 58% du total. Donc il faut bien s'attaquer à ces trois catégories. Et évidemment, les plans d'action ne sont pas les mêmes. Le logement social va faire appel à des fonds public. Le logement privé va en tout cas demander l'effort de chacun et peut-être mobiliser l'épargne qui est très importante en France. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une filière et à la clé, il y a de la croissance verte, il y a des emplois locaux non délocalisables avec, je crois, des nouveaux métiers très intéressants qu'on verra émerger. Alors on a parlé du bâtiment pour ce qui est de logement, pour ce qui est des particuliers. On va parler un petit peu des entreprises maintenant. Alors il faut reconnaître que pour une entreprise, la facture énergétique, c'est pas énorme par rapport au loyer, par exemple, par rapport au personnel, aux autres facteurs de production. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas un blocage là? Les entreprises, elles ne sont pas incitées à optimiser ce poste de dépense. Qu'en pensez-vous, Myriam Maestroni? Je pense que pour les entreprises, on ne peut plus raisonner juste au niveau que vous citez. Il y a vraiment deux niveaux. Hein. Le premier, c'est effectivement celui qui consiste à ramener le coût de l'énergie par rapport à l'ensemble des coûts de fonctionnement, souvent d'ailleurs incompressibles, sauf à passer par des réformes de fond du marché du travail, on n'y est pas tout de suite. Hein. Et puis, il y a celui qui consiste à considérer l'énergie comme partie intégrante des coûts de revient. Donc, les grandes entreprises et les industries notamment ont adopté depuis longtemps ce raisonnement. Et quelque part, aujourd'hui, en considérant l'énergie comme partie intégrante de leur prix de revient, vont bien distinguer l'éclairage, le chauffage de leurs locaux et l'énergie qui est intégrée dans leur process. Et bien sûr, ça c'est une condition, mais de base, pour pouvoir assurer la compétitivité de l'offre de ces entreprises et arrêter de rogner les marges. Parce que qu'on soit un hôtel, qu'on soit une entreprise de biens de production, il est évident que le poids de l'énergie a de plus en plus d'importance et puis il faut pouvoir comparer d'un pays à l'autre et il y a des gros écarts entre le prix de l'énergie. Donc aujourd'hui... Mais en France, on est plutôt bien lotis.
on est plutôt bien lotis, mais vous savez, d'un autre côté, les particuliers sont plutôt mieux lotis que le reste des particuliers dans le reste de l'Europe. Ce n'est pas forcément le cas pour les entreprises. De plus, la déréglementation et la dérégulation des tarifs ne va pas dans le sens de continuer avec cette espèce de chape de plomb. On va vers plus de transparence et il est utile dès aujourd'hui pour les entreprises d'être beaucoup plus précises dans la traçabilité de leurs coûts d'énergie pour pouvoir exporter leurs produits, pour pouvoir mesurer leur compétitivité et ou pour pouvoir s'installer dans d'autres pays en gérant ce poste de coût, pas au regard des autres postes, mais en tant que partie intégrante du prix de revient. Donc c'est très important ce sujet-là. Alors Myriam Maestroni, dans votre livre, vous pointez que l'un des gisements principaux, si ce n'est le gisement principal, c'est le bâtiment. Il y a d'autres postes à optimiser. Alors on n'aura pas le temps de tout aborder, mais je voudrais quand même qu'on parle brièvement de la mobilité. En France, la France fait figure d'exception, car ce sont les transports qui représentent le premier secteur consommateur d'énergie et pas le bâtiment. Aujourd'hui, les efforts ont été mis sur le fret ferroviaire. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la bonne piste? Alors, je vais juste préciser, hein, on parle, votre comparaison vaut pour le logement et pas le bâtiment dans sa totalité. Ouais. Donc, le poste bâtiment reste le plus important malgré tout. Parce qu'on a un parc ancien très important. Oui, tout à fait. Et au fait, la France fait partie des économies de rénovation. Donc, c'est toute la transformation par opposition à des économies d'équipement et ces pays émergents qui, eux, pour le coup, vont construire directement dans des normes d'intensité énergétique qui vont être meilleures. Bon, donc aujourd'hui, la mobilité est malgré tout un des sujets, hein, peu importe les statistiques. D'ailleurs, on est un jour particulièrement symbolique puisque ça fait de très nombreuses années, en tout cas à ma connaissance, que n'avait pas été mis en place un système de circulation alternée. Et c'est quelque chose, moi je reviens de Pékin, bon voilà, qui existe face partout au pic de pollution ailleurs, que l'on a connu à Paris. Sachant qu'à Pékin, en plus, eux, ils limitent le nombre d'achats de voitures à 20 000 par mois et c'est tiré au sort. Donc il est certain que ça passe par cette logique de comportement individuel. Bon, cela étant discutable aussi, hein, parce qu'il faudrait tracer l'origine de la pollution et savoir si effectivement ce sont les voitures et dans quelle mesure... Oui, l'industrie a aussi sa part de responsabilité. Oui, et puis les autres pays. Et puis les autres pays. On est aujourd'hui dans un contexte européen. Le fait que les Allemands aient choisi de réactiver leur centrale au charbon n'est pas neutre dans l'équation de la pollution à Paris. Cela étant... au-delà de ces sujets qui sont complexes, je crois que quand on parle de mobilité, il y a encore de nombreuses pistes à explorer, mais ce qui est intéressant, c'est que l'économie rejoint l'écologie. D'ailleurs, la mesure qu'on a vue aujourd'hui passe bien par une préoccupation écologique avant d'être économique. Ce qui est étonnant, c'est que nos constructeurs automobiles et nos électriciens en France ne soient pas plus partie prenante, notamment dans le développement des voitures électriques, puisque finalement les meilleurs avocats d'un réseau d'infrastructures qui permettrait aux véhicules électriques de se recharger, c'est aujourd'hui la grande distribution, c'est Auchan, c'est Leclerc, et c'est quand même dommage de ne pas voir associé à ces noms ou des Renault ou d'autres sociétés qui pourraient être plus partie prenante. Mais il y a une demande client qui est insuffisante pour la voiture électrique. C'est un peu la poule et l'œuf, ça. Hein. Vous savez, aux États-Unis, on a la Tesla, il y a quelques modèles qui arrivent en France, on a des véhicules qui technologiquement aujourd'hui donnent des performances, on me parle d'un passage de 0 à 100 km/h en 5 secondes, de 500 km d'autonomie. Donc je crois que quand il y a la volonté, on trouve les moyens. Et il faut casser ces logiques de poule et d'œuf. Donc je pense que s'il y a des infrastructures, il y aura plus de demandes. S'il y a des véhicules, il y aura plus de demandes. Il faut faire baisser les prix aussi. Mais tout va de pair. Tout est lié. Tout est lié. On est dans cette fameuse logique des cercles vertueux qu'il faut créer pour changer un petit peu. Pour en revenir au frais ferroviaire, cela vous paraît une piste intéressante? On sait que, par exemple, la SNCF reste l'un des principaux clients d'EDF, donc finalement... C'est une des pistes, le transport multimodal, mais je crois qu'il faut regarder la problématique dans son intégralité et il faut vraiment agir sur tous les leviers et je crois qu'il faut cesser de se concentrer juste sur un sujet parce qu'il est intéressant comme ça. C'est une somme de choses. C'est un ensemble, une somme de choses. Eh bien, Myriam Maestroni, merci. Je rappelle simplement que cette émission a été enregistrée le jour où la circulation alternée a été décrétée à Paris, c'est-à-dire le lundi 17 mars. Myriam Maestroni, je rappelle également la sortie de votre livre « Comprendre le nouveau monde de l'énergie » aux éditions Maxima. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci.